Avant que les silhouettes de Batman ne se découpent sur les toits de Gotham et que Spider-Man ne traverse les gratte-ciels de New York au bout de sa toile, il existait déjà une figure masquée qui avait défini, presque à elle seule, ce que signifiait être un justicier dans l'imaginaire collectif. Son nom résonnait comme un murmure dans la nuit, un souffle de rébellion et d'élégance mêlée. Zorro. Une cape noire, un masque, une épée, et surtout une signature, ce fameux Z, tracé d'un geste rapide et précis, symbole de justice, de défi et de mystère. Lorsque la série télévisée Zorro de Disney apparaît en 1957, l'Amérique est en pleine mutation. La télévision envahit les salons, les familles se rassemblent devant l'écran, et l'industrie du divertissement découvre un nouveau pouvoir, celui de créer des héros que des millions de personnes peuvent suivre chaque semaine. Zorro arrive à ce moment précis, comme s'il avait attendu son heure. Et ce qu'il apporte dépasse largement une simple histoire d'aventure. Il impose une mythologie, un style, une manière de raconter la justice, l'identité secrète et la résistance face à l'oppression. Mais derrière les duels spectaculaires, les ruelles sombres du Pueblo, les balcons éclairés par la lune et les envolées de capes, se tache une autre histoire. Une histoire faite de tensions, de drames, de secrets, de décisions risquées, de coups du destin et parfois même de tragédies humaines. La série Zorro n'est pas seulement un programme culte. C'est un champ de bataille créatif, juridique et émotionnel où se sont affrontés ambition, passion et idéaux. Saviez-vous qu'un simple âne a un jour ruiné une scène parmi les plus dramatiques de la série? Qu'un incendie bien réel a failli anéantir les décors construits à prix d'or? Que des enfants, inspirés par le héros masqué, ont provoqué une véritable épidémie de graffiti dans les écoles américaines? Ou encore que la série a été brutalement stoppée non pas à cause des audiences, mais à cause d'un procès explosif entre Disney et ABC? Et ce n'est que le début. Derrière le masque de Zorro se cachait Guy Williams, un acteur qui n'était même pas le premier choix de Walt Disney. Derrière Bernardo, le serviteur muet, se trouvait un artiste de pantomime génial qui avait transformé un rôle silencieux en icône. Derrière le sergent Garcia, censé être un simple figurant comique, se révélait un acteur capable de voler chaque scène. Et derrière l'univers romantique de la série, se glissaient même des amours secrètes, comme celui d'Annette Funicello pour Guy Williams, encouragé en coulisses par Walt Disney lui-même. Plus le temps passe, plus Zorro devient une légende. Il inspire Batman, marque plusieurs générations, traverse les frontières et finit même par devenir un symbole national en Argentine grâce aux rediffusions. Pourtant, la vie réelle de ces acteurs se termine souvent dans la solitude, la maladie ou l'oubli, contrastant cruellement avec l'héroïsme qu'ils incarnaient à l'écran. Cette histoire est celle d'un héros masqué, mais aussi de ceux qui lui ont donné vie. Une histoire de gloire, de lutte, de rêve et de sacrifice. Aujourd'hui, près de 70 ans plus tard, Zorro continue de laisser son empreinte. Non seulement dans la culture populaire, mais aussi dans les mémoires de ceux qui l'ont regardé, admiré et parfois imité. Dans cette série de vidéos, nous allons plonger dans les coulisses les plus sombres et les plus fascinantes de Zorro. Les secrets que Disney n'aimait pas trop évoquer. Les conflits, les accidents, les décisions de Walt Disney, les amitiés, les jalousies, les drames et l'héritage colossal laissé par ce héros masqué. Bienvenue dans l'ombre de Zorro. Lorsque Walt Disney décide de produire Zorro pour la télévision en 1957, il ne cherche pas simplement à adapter un vieux héros de Pulp Fiction. Il veut créer quelque chose de plus grand, de plus noble, de plus durable. Zorro, dans son esprit, doit devenir le premier véritable héros masqué moderne de la télévision. Un personnage capable de captiver aussi bien les enfants que les adultes, tout en portant des valeurs de courage, de justice et de sacrifice. Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il trouver l'homme qui incarnera cette légende. À Hollywood, le casting de Zorro devient rapidement l'un des plus compétitifs de l'année. Des dizaines d'acteurs sont convoqués. Beaucoup rêvent de porter le masque noir et de manier l'épée sous les projecteurs de Disney. Parmi eux se trouvent des comédiens connus, des acteurs de théâtre, des cascadeurs, mais aussi des escrimeurs professionnels. Walt Disney veut un homme qui soit crédible dans l'action, élégant dans le mouvement et charismatique dans le regard. Parmi les favoris se trouve Britt Lomond, un acteur imposant, athlétique, déjà respecté pour ses talents physiques et son intensité à l'écran. Lomond impressionne tout le monde lors de ses essais. En costume complet, il ressemble déjà à un Zorro prêt à bondir sur les toits du Pueblo. Son jeu est sérieux, son port altier, son regard dur. Beaucoup au sein du studio pensent qu'il est le choix évident. Certains cadres de Disney sont même persuadés que le rôle lui reviendra sans discussion. Mais Walt Disney hésite. Il voit en Britt Lomond un excellent adversaire, un homme capable d'incarner un officier espagnol menaçant, mais il doute qu'il puisse porter la dualité de Zorro. Car Zorro n'est pas seulement un combattant.
C'est aussi Don Diego de la Vega, un aristocrate raffiné, ironique, parfois presque effacé, qui cache sous une façade d'indolence l'âme d'un justicier. Disney cherche quelqu'un capable de jouer ces deux visages avec finesse. C'est alors que Guy Williams entre en scène. À première vue, Williams ne semble pas être un choix évident. Il est grand, élégant, mais son jeu est jugé un peu trop sérieux, presque rigide. Certains producteurs le trouvent trop grave pour un héros censé séduire le public familial. D'autres estiment qu'il manque de feu intérieur. Pourtant, le réalisateur Norman Foster voit immédiatement autre chose. Il perçoit chez Williams une noblesse naturelle, une présence presque théâtrale qui pourrait donner à Zorro une aura mythique. Norman Foster défend Williams avec acharnement. Il affirme que cet acteur a la présence d'une idole de matinée et la discipline d'un comédien de théâtre classique. Il insiste sur son port, sa manière de se tenir, son regard calme et déterminé. Plus encore, Williams possède une compétence rare à Hollywood à cette époque. Il sait manier l'épée. Il a étudié l'escrime, comprend les déplacements, la distance, le rythme des combats. Dans une série où les duels seraient centraux, cet avantage est immense. Les essais caméra confirment cette intuition. Lorsque Guy Williams enfile le masque noir pour la première fois, quelque chose se produit. Sa silhouette prend une autre dimension. Sa voix devient plus profonde. Son regard s'assombrit. Devant la caméra, il ne joue plus seulement un homme en costume, mais un symbole. Walt Disney le remarque. Lentement, ses doutes s'estompent. Finalement, contre l'avis de plusieurs cadres, Disney tranche. Guy Williams sera Zorro. Pour Britt Lemont, c'est une déception amère. Il était si proche du rôle de sa vie. Mais Disney, dans un geste à la fois diplomatique et stratégique, lui propose un autre personnage clé, le capitaine Monastario, l'antagoniste principal. Et ce choix se révèle génial. Lemont apporte au capitaine une froideur, une autorité et une menace qui donnent à la série une tension permanente. Son Monastario est tout ce que Zorro n'est pas, brutal, rigide, aveuglé par le pouvoir. En coulisses, cependant, la rivalité est bien réelle. Britt Lemont croit sincèrement qu'il aurait fait un meilleur Zorro. Il pense pouvoir porter la série sur ses épaules. Guy Williams, de son côté, sent cette tension, mais il reste concentré sur son travail. Leur compétitivité, paradoxalement, enrichit la série. À l'écran, leurs duels sont électriques. Chaque coup d'épée semble chargé d'une volonté de dominer l'autre, non seulement dans la fiction, mais aussi dans la réalité. Les spectateurs ressentent cette énergie. Les combats entre Zorro et Monastario deviennent rapidement des moments cultes. Ce ne sont pas de simples chorégraphies. Ce sont des confrontations d'ego, de style, de présence. Guy Williams, plus fluide, plus élégant, affronte Britt Lemont, plus puissant, plus brutal. Cette opposition renforce la mythologie de la série. Mais le succès de Zorro ne repose pas uniquement sur son héros et son ennemi. Autour d'eux, Disney construit un monde. Le Pueblo est recréé avec un souci du détail presque obsessionnel. Les décors sont vastes, crédibles, immersifs. Les costumes sont cousus sur mesure. Les chevaux sont entraînés. Les épées sont réelles. Walt Disney veut que chaque épisode ressemble à un petit film de cinéma, pas à une simple production télévisée. Et ce choix coûte cher. Là où une série moyenne dépense environ 13 000 $ par épisode, Zorro en coûte parfois plus de 75 000. Walt Disney n'en a cure. Il est convaincu que la qualité paiera sur le long terme. Il ne voit pas Zorro comme un programme éphémère, mais comme un pilier de son empire médiatique. Un héros qui pourra vivre à la télévision, dans les parcs, dans le merchandising et surtout dans l'imaginaire collectif. Très vite, il a raison. Lorsque Zorro est diffusé pour la première fois, les audiences explosent. Les enfants imitent ses mouvements. Les adultes apprécient son élégance. Les critiques saluent sa production ambitieuse. Guy Williams devient une star du jour au lendemain. Il reçoit des milliers de lettres de fans. Son visage est partout. Il incarne désormais le justicier masqué pour toute une génération. Mais ce succès fulgurant a un prix. Guy Williams découvre rapidement que porter le masque de Zorro signifie aussi porter un poids énorme. Il ne peut plus sortir sans être reconnu. Il doit rester en forme, s'entraîner à l'épée, maintenir une image publique irréprochable. Il devient prisonnier, en quelque sorte, de son propre personnage. Pourtant, à ce moment précis, personne ne se doute encore que derrière cette naissance triomphale du mythe se préparent déjà les conflits, les procès et les drames qui finiront par briser la série. Zorro est né dans la gloire, mais son destin est déjà en train de s'écrire dans l'ombre. Les acteurs, les personnages et les secrets de plateau. Si Zorro est devenu une légende, ce n'est pas seulement grâce à son héros masqué.
C'est aussi grâce à la galerie de personnages qui l'entourent, et surtout aux acteurs exceptionnels qui leur ont donné vie. Derrière chaque rôle se cachait une histoire, parfois drôle, parfois touchante, parfois tragique. Le plateau de tournage de Zorro était un mélange étrange de discipline militaire, de camaraderie et de rivalité silencieuse. Parmi les plus marquants, il y avait bien sûr Henry Calvin, l'homme qui allait transformer un personnage secondaire en icône de la série. À l'origine, le sergent Garcia n'était censé être qu'un simple soldat espagnol un peu bourru, pas très intelligent, utilisé comme ressort comique occasionnel. Les scénaristes ne lui accordaient que quelques répliques par épisode. Il devait être oublié aussi vite qu'il apparaissait. Mais lorsqu'Henri Calvin entra dans le rôle, tout changea. Calvin était un chanteur d'opéra formé, doté d'une voix puissante et d'un sens du rythme exceptionnel. Il possédait aussi un don rare pour la comédie physique. Son Garcia n'était pas seulement maladroit. Il était humain, chaleureux, presque attendrissant. Son rire tonitruant, ses expressions exagérées et sa manière de réagir aux situations dangereuses faisaient de chaque scène un petit spectacle. Les enfants l'adoraient. Ils imitaient sa démarche, ses mimiques, ses répliques. Très vite, le courrier des fans ne parlait plus seulement de Zorro, mais aussi de Garcia. Disney s'en aperçut. Les scénaristes commencèrent à écrire des scènes entières autour de lui. Garcia passa de simple figurant à véritable pilier de la série. Henri Calvin devint une star à part entière. À l'opposé de ce personnage bruyant se trouvait Bernardo, le serviteur silencieux de Don Diego. Dans les histoires originales, Bernardo était sourd et muet. Mais l'acteur Jean Sheldon, un vétéran du vaudeville et de la pantomime, proposa une idée brillante. Et s'il faisait seulement semblant d'être sourd et muet, cette ruse donnerait à Bernardo un avantage secret. Il pourrait entendre les conspirations de l'ennemi sans éveiller les soupçons. Les producteurs acceptèrent. Jean Sheldon transforma alors Bernardo en un personnage d'une richesse incroyable. Sans prononcer un seul mot, il exprimait la peur, l'humour, la loyauté et l'intelligence à travers des gestes, des regards et des expressions du visage. Il devenait l'espion invisible de Zorro, toujours présent, toujours observateur. Le public tomba amoureux de lui. En coulisses, Sheldon prenait son rôle très au sérieux. On racontait qu'il restait parfois dans le personnage de Bernardo entre les prises, continuant à communiquer uniquement par gestes pour rester concentré. Cela amusait l'équipe, mais renforçait aussi le respect que tous avaient pour son professionnalisme. Et puis, il y avait l'alchimie entre Jean Sheldon et Henri Calvin. Leurs personnages étaient des opposés absolus. Bernardo le stratège silencieux, Garcia le soldat bruyant et maladroit. Pourtant, hors caméra, les deux hommes devinrent de véritables amis. Ils passaient leur pause à discuter autour d'un café, riaient ensemble, partageaient leur repas. Ils organisaient même des fêtes pour toute l'équipe. Cette amitié sincère se ressentait à l'écran. Leur scène commune gagnait en naturel, en chaleur, en humanité. Après la mort de Jean Sheldon en 1982, Henri Calvin conserva une photo des deux hommes sur son piano. Sa famille révéla plus tard qu'il avait vécu cette perte comme celle d'un frère. Mais tous les secrets du plateau n'étaient pas aussi doux. La série Zorro était tournée avec de vraies épées. Pas de lames en plastique, pas de trucage. Les combats étaient chorégraphiés par Fred Cavan, l'un des plus grands maîtres d'armes de Hollywood. Il exigeait un réalisme total. Son fils Albert doublait de nombreuses vedettes invitées. Les acteurs se blessaient régulièrement. Coupure, bleu, chute. Guy Williams lui-même reçut un jour des points de suture après qu'une lame ait glissé pendant un combat. Les risques étaient réels, mais ils donnaient à la série une intensité unique. Chaque duel avait un poids, une tension authentique. Et parfois, le chaos prenait des formes inattendues. Un jour, lors d'une scène dramatique sur la place du Pueblo, un âne avait été amené en arrière-plan pour ajouter une touche de réalisme. Alors que Guy Williams prononçait un monologue tendu face au capitaine Monastario, l'animal lâcha un braiement si puissant qu'il couvrit totalement les dialogues. Toute l'équipe éclata de rire. La prise fut ruinée. Même Williams n'arriva pas à rester sérieux. La scène dut être tournée 3 fois. Après cet incident, Disney interdit presque totalement l'utilisation d'animaux non dressés sur les tournages. Mais le danger le plus grave survint en 1958, lorsqu'un véritable incendie éclata sur le plateau de Burbank. Un câble électrique surchargé mit le feu à des tissus de costumes stockés hors scène. Les flammes se propagèrent rapidement, menaçant les bâtiments du décor. En 15 minutes, plusieurs uniformes, des éléments de décor et une partie de la taverne furent endommagés. Walt Disney, présent ce jour-là, inspecta personnellement les dégâts et ordonna une restauration immédiate, sans discuter du budget. Pour lui, Zorro valait chaque dollar. Pendant ce temps, un autre membre du casting devenait une star inattendue. Tornado,
le cheval de Zorro. Interprété par plusieurs chevaux, le principal, un étalon noir nommé Midnight, reçut du courrier de fans. Des enfants envoyaient des lettres, des pommes, des carottes, parfois même des morceaux de sucre collés sur du papier. Disney répondait parfois en signant au nom de Tornado avec un tampon en forme de sabot. Zorro n'était plus seulement une série. C'était un monde vivant. Derrière l'élégance romantique et la morale chevaleresque de Zorro, le plateau de la série était traversé par des passions bien réelles, des intérêts financiers colossaux et des conflits juridiques qui allaient, à terme, condamner la série malgré son immense succès. Car si Zorro brillait à l'écran, les coulisses, elles, devenaient de plus en plus instables. L'un des secrets les plus célèbres de la série concernait Annette Funicello. À seulement 16 ans, Annette était déjà l'idole de l'Amérique. Elle était l'une des mousquetaires les plus populaires du Mickey Mouse Club, une véritable princesse Disney. Lorsque Walt Disney lui offrit le rôle d'Anita Cabrillo dans Zorro, ce fut présenté comme une surprise d'anniversaire. Mais la vérité était plus délicate. Annette était follement amoureuse de Guy Williams. Elle l'avait confié à Walt Disney lui-même. Et Walt, toujours attentif à la psychologie de ces jeunes stars, décida d'organiser cette rencontre à l'écran. Il fit écrire plusieurs épisodes dans lesquels Anita partageait des scènes avec Don Diego et Zorro. Pour Annette, chaque jour de tournage était un rêve éveillé. Elle rougissait, perdait parfois ses mots, et se souvenait plus tard de cette période comme de l'une des plus magiques de sa vie. Guy Williams, de son côté, était déjà marié. Il se comporta toujours de manière respectueuse, mais il était conscient de l'admiration que lui portait la jeune actrice. Cette tension romantique, bien que jamais consommée, donnait à leur scène une émotion particulière que les spectateurs ressentaient sans en connaître la cause. Pendant que ces sentiments flottaient dans l'air, une autre réalité, beaucoup plus froide, se jouait dans les bureaux de Disney. Zorro était un triomphe. Les audiences étaient excellentes. Les produits dérivés se vendaient par millions. Les enfants achetaient des épées en plastique, des masques, des costumes. Mais une question brûlante se posait. Qui possédait vraiment Zorro? La série était diffusée par ABC, mais produite par Walt Disney Productions. Le contrat initial laissait trop de zones floues. ABC voulait une plus grande part des revenus et un contrôle sur les rediffusions. Disney, lui, estimait que Zorro était son joyau, sa création, et qu'il devait en garder la maîtrise totale. La tension monta. Très vite, la situation dégénéra en une véritable guerre juridique. Les avocats s'en mêlèrent. Les négociations échouèrent. Chaque camp accusait l'autre de vouloir exploiter la série de manière injuste. Walt Disney, fidèle à son caractère, refusa de céder, et il prit une décision radicale. Il retira Zorro de l'antenne. Malgré les excellentes audiences, malgré la demande du public, la série fut brutalement stoppée après seulement 2 saisons. Pour les fans, ce fut un choc. Pour les acteurs, un désastre. Pour Guy Williams, c'était le début d'un long cauchemar professionnel. Walt Disney, pourtant, ne voulait pas abandonner Zorro. Il croyait toujours au personnage. Il conserva Guy Williams sous contrat, à plein salaire, pendant des années, alors même que la série n'était plus diffusée. Il espérait qu'un jour, le conflit avec ABC se réglerait et qu'il pourrait relancer la franchise. Pendant cette période étrange, presque clandestine, Disney prit une autre décision surprenante. Il fit tourner 4 téléfilms d'1 heure en secret. Ces films, destinés à l'émission Walt Disney Présent, portaient des titres devenus cultes. Zorro, El Bandido, Adieu el Cuchillo, The Postponed Wedding et All Acquaintance. Ils furent tournés de nuit, sur des décors recyclés, pour éviter l'attention de la presse. Les acteurs eux-mêmes ignoraient s'il s'agissait d'un simple prolongement ou du chant du signe de la série. Guy Williams, Jean Sheldon et Henri Calvin revinrent sans hésiter. Pour eux, Zorro n'était pas qu'un rôle. C'était une partie de leur vie. Ces téléfilms offrirent une conclusion partielle aux fans, mais ils ne débouchèrent jamais sur une véritable 3e saison. Le procès continuait. Le temps passait, et l'élan de la série se dissipait lentement. Pour Walt Disney, cette situation était une blessure personnelle. Il avait investi de l'argent, du temps et de la passion dans Zorro. Il ne voyait pas la série comme un simple produit, mais comme une œuvre. Même après la fin officielle, Disney continua de payer chaque année pour conserver les droits télévisés de Zorro, refusant de laisser le personnage lui échapper. Il espérait toujours un retour triomphal. Mais pendant que les avocats se battaient, la vie des acteurs avançait. Guy Williams, bloqué juridiquement, voyait ses opportunités se réduire. Il trouva plus tard un autre grand rôle dans Lost in Space, mais l'ombre de Zorro ne le quitta jamais. Annette Funicello poursuivit sa carrière, mais elle se souviendrait toujours de son amour de jeunesse pour le héros masqué. Zorro, lui, était devenu une légende.
mais une légende enfermée dans un procès. Zorro, ce n'était pas juste un héros avec une épée et un masque. C'était une idée, celle qu'un seul homme, dans l'ombre, peut faire trembler un système entier. Entre accidents de tournage, amour secret, procès explosifs et destins brisés, la série Disney de 1957 cache une histoire aussi intense que ses duels. Et pourtant, près de 70 ans plus tard, Zorro continue d'inspirer Batman, les justiciers modernes et tous ceux qui rêvent de justice. Alors dis-nous en commentaire, quel secret t'a le plus surpris? Si tu as aimé cette plongée dans les coulisses de la télévision classique, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle légende.